Bienvenue dans une semaine dans le monde. On revisite l'actualité de la semaine avec nos invités. Mustapha Tossa, rédacteur en chef adjoint à Monte Carlo Doualiya, et puis Claude Guibal. Pardon, j'aurais dû commencer par vous, grand reporter au service international de France Inter. Bonsoir à tous les deux. Merci d'être avec nous. Alors on va commencer avec la semaine de Donald Trump. Dure semaine pour le candidat républicain à la Maison-Blanche, critiqué dans une lettre cinglante par une cinquantaine d'experts de son propre camp. Et puis de nouveaux dérapages après avoir critiqué la famille d'un vétéran américain. Il y a eu cet appel à défendre le second amendement et puis cette sortie affirmant que Barack Obama est le fondateur de l'État islamique. Écoutez. Sur de nombreux points, ils honorent le président Obama. Le groupe État islamique honore le président Obama. Barack Obama est le fondateur du groupe État islamique. C'est lui qui l'a créé. Et je dirais que la cofondatrice, c'est cette tordue d'Hillary Clinton. Voilà, Donald Trump qui, comme d'habitude, ne mâche pas ses mots. Claude Guibal, je me tourne vers vous. D'abord, vous avez l'impression qu'il va trop loin, là, en ce moment, le candidat républicain? Alors oui, vu d'ici, il va trop loin. Vu des États-Unis, jusqu'à présent, chaque fois qu'il est allé plus loin dans l'outrance, loin de lui nuire, ça lui a toujours finalement réussi. Alors il faut voir aussi que par rapport à ce qu'il a dit sur Barack Obama, fondateur de Daesh, il est revenu depuis sur ses propos en disant oui, mais enfin c'était un sarcasme. C'est aussi très typique, je trouve, de Donald Trump depuis le début de cette campagne, d'asséner horreur sur horreur, déclarations provocantes, etc. Puis finalement de dire non, mais c'est les gens qui disent que j'ai lu par ici, qu'il paraît que, enfin, cette façon de lancer, de faire buzzer en fait autour de lui, alors qu'il est finalement assez peu présent en ce moment dans la campagne en termes de publicité. Par exemple, vous voyez, en ce moment, c'est les Jeux Olympiques, vous avez Hillary Clinton partout à la télévision avec ses spots de pub, pas du tout Donald Trump, mais qu'a-t-il besoin de le faire alors qu'on parle systématiquement de lui à chaque ouverture de journal avec ces petites phrases qui font sa campagne. Mustapha Tossa. Oui, c'est vrai qu'elle a fait marche arrière en disant qu'on l'a pris trop au sérieux, trop à la lettre. C'était très sarcastique ce qu'il voulait dire. Mais en fait, on a l'impression que, comme l'a dit Claude, Donald Trump est dans la logique et la stratégie du buzz. Il faut absolument faire parler de lui. Et il est convaincu que cette stratégie-là qu'il a fait réussir, qu'il a fait choisir d'être le candidat des Républicains, il croit pouvoir conquérir les Américains avec cette manière de faire. Sauf que une stratégie pour être candidat des Républicains est une chose, celle pour être le prochain locataire de la Maison-Blanche en est une autre. La preuve, il y a des craquements même à l'intérieur de sa propre famille et des Républicains qui sont complètement effarés à l'idée que lui-même puisse être le prochain président de la République, le président des États-Unis. Alors on se pose la question maintenant. Lui, moi j'ai été attiré par une phrase qu'il a dite en présentant ses excuses. Il a dit « Moi je voudrais bien être doux, je voudrais bien être sage, mais est-ce que les Américains voudraient ça ?» Parce que lui, il est convaincu que ce qu'il dit reflète absolument l'état d'esprit et l'humeur des Américains. Sinon, jamais il l'aurait porté de cette manière vers et être le symbole et l'icône des Républicains. Donc il y a une conviction chez lui que plus il va très loin, plus il va dans la provocation, plus il répond à une demande, à une envie des Américains d'avoir un personnage qui clive de cette manière et qui annonce autant de contre-vérités, quitte à faire le grand buzz. Donc il y a ce sentiment-là que Clinton ne pourra plus être la femme ou la femme politique qui va pouvoir devenir présidente de la République. Lui, il épouse l'air du temps et il y va à fond quand il accuse Barack Obama et Clinton d'être le fondateur de Daesh. Ça veut dire beaucoup. Il installe une idée, après il s'excuse juste pour faire le buzz. Mais justement, maintenant qu'il a eu vraiment cette nomination, et on le voit ces dernières semaines, finalement, il descend dans les sondages. Alors est-ce que sa stratégie, elle peut continuer vraiment à être payante, cette stratégie du buzz permanent, de l'outrance? Alors on voit effectivement que sur les sondages, ça décroche. On voit qu'au sein du camp républicain,
beaucoup de gens le lâchent maintenant ouvertement, des gens qui l'avaient souvent aussi Ça a un impact ou pas sur l'électorat? Ça va avoir un impact. Maintenant, une des grosses questions qui se posent sur cette élection, et c'est peut-être pour ça qu'il faudrait peut-être pas être très confident, aussi confiant que ça, c'était que d'ordinaire, à ce stade d'une campagne électorale, à moins de 100 jours d'une élection, celui qui se distance dans les sondages, généralement l'emporte. Ça a été le cas pour toutes les élections précédentes. Sauf que là, on est dans un cas de figure qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent, et dans une élection qui va se remporter sur des phénomènes totalement différents. Et donc, il ne faudrait peut-être pas pécher par trop de confiance. Qui vont être les gens qui vont se déplacer pour voter? Parce que Hillary Clinton est rassurante, mais elle n'est pas charismatique, elle n'est pas populaire. Les gens se disent avec elle, bon, elle fera le job, ça sera dans la continuité de Barack Obama, mais est-ce que cela va suffire à mobiliser, par exemple, les gens qui ont voté pour Bernie Sanders et qui ne se retrouvent pas dans Hillary Clinton? Qui veulent un changement de style de politique. On est dans un rejet de l'élite, on est dans un rejet d'une politique traditionnelle aux États-Unis. Et Donald Trump, lui, a cette capacité finalement de mobiliser davantage. Après, 40 à 45% de l'électorat américain est indépendant. Qui va être capable de capter ces votes? Et en 90 jours, beaucoup de choses peuvent encore se produire. Et puis il y a aussi autre chose qu'il faut absolument signaler, c'est que c'est sa nature à lui. Même s'il veut devenir candidat normal, il ne peut pas. Il sait que la normalité, il est chez Hillary Clinton. Donc lui, il est dans l'outrance, dans l'exception, dans ce qui crée le buzz et la surprise. Et je crois qu'il va aller jusqu'au bout, quitte à perdre la Maison-Blanche de cette manière-là. Et vous diriez que c'est du pain béni pour les démocrates, ce qui se passe là en ce moment? Ou est-ce qu'ils savent jongler avec ce personnage? C'est un risque à double tranchant. Avoir un candidat aussi outrancier, aussi clivant, c'est une chance pour les démocrates. Un jour, à un moment ou à un autre, les Américains vont se réveiller, ils vont dire non, on ne peut pas élire un homme de ce profil-là. Mais ça peut être aussi un danger parce que sur Trump, on a beaucoup écrit, on a dit que jamais il ne serait le candidat des Républicains. Il a fini, grâce ou à cause de ses outrances, à être ce candidat-là. Il a réussi un exploit et un miracle, pourquoi pas un deuxième? Claude Guibal, peut-être juste un dernier mot sur ce sujet-là. Non, mais c'est vrai que pour les démocrates, ça peut paraître comme du pain béni. Ils ont joué une très bonne carte. Alors, est-ce qu'ils avaient conscience à quel point elle allait être bonne? C'est celle de ce soldat d'origine afghane dont la famille est venue participer au meeting d'Hillary Trump et toute la polémique qui s'en est suivie après avec Donald Trump. Là, Hillary Clinton a été capable de présenter quelque chose qu'on n'attendait pas, qui a fédéré les gens derrière elle et beaucoup plus largement que son électorat. Est-ce que cette situation-là, elle va pouvoir se reproduire? Est-ce qu'au contraire, les démocrates vont se sentir finalement en confiance en se disant ça y est, c'est bon, maintenant on est tranquille, on a plus d'argent que lui, on a plus de sondages que lui, finalement la route elle s'éclaircit? Non, jusqu'au bout, je crois que vraiment on n'est pas à l'abri malheureusement de surprises. Alors deuxième sujet ce soir, la visite de Recep Tayyip Erdogan en Russie, c'était mardi, la réconciliation entre Ankara et Moscou scellée après 8 mois de crise, et puis dans un contexte très particulier, moins d'un mois après un coup d'État manqué en Turquie, et alors que le régime turc se durcit justement. Alors d'abord, est-ce qu'on a vu cette semaine, d'après vous, une nouvelle alliance en train de se créer? Oui, une réconciliation entre deux hommes et deux pays dont les relations tendues allaient avoir un impact extrêmement militariste, entre guillemets, sur la région. Alors, il y a eu des informations, je ne sais pas si vous les avez lues dans la presse. Moi, je ne sais pas quoi accorder comme crédit à ces informations, selon lesquelles ce sont les Russes qui ont alerté Tayyip Erdogan comme quoi il y a un putsch qui se préparait contre lui. Si cette information est vraie, ça veut dire que Tayyip Erdogan est redevable à Moscou de sa propre existence. De toute façon, après cette visite et après cette réconciliation, la Turquie est obligée de changer un peu sa politique à l'égard de la crise syrienne, à l'égard de la personne de Bachar al-Assad, même malgré toutes les déclarations. Elle est obligée de changer de politique à l'égard de la guerre contre Daesh. N'oubliez pas la Turquie propose maintenant même à la Russie des opérations conjointes pour lutter n'oubliez contre pas l'État islamique. que Moscou et Vladimir Poutine avaient l'habitude d'adresser des accusations tonitruantes contre la Turquie en disant la Turquie est complice objectif de Daesh et c'est elle qui finance, c'est elle qui héberge. Et puis aussi, signe des temps qui ne trompent pas, la visite aujourd'hui du ministre d'Affaires étrangères iranien, Jawad Zarif, qui était à Ankara et qui un petit peu a donné un petit peu le ton de cette nouvelle Turquie qui se prépare. Donc, de nouvelles alliances régionales de la Turquie après ce
putsch raté, et après la difficulté et la difficile relation que Ankara entretient avec les États-Unis. N'oubliez pas que cette affaire de Gulen est en train d'empoisonner de manière permanente, de manière sourde et sournoise la relation quasi atlantique entre Ankara et les États-Unis. Oui, cet opposant qui se trouve aux États-Unis, voilà, qui est l'ennemi juré de donc certainement, un homme aussi malin que Vladimir Poutine va devoir profiter de cette nouvelle équation qui s'offre à lui. Claude Guibal, vous avez le sentiment là, qu'on a un nouveau Recep Tayyip Erdogan qui émerge avec une nouvelle stratégie d'alliance. Alors, ce rapprochement entre la Turquie et la Russie, il n'est pas arrivé simplement la semaine dernière. Cette rencontre, elle est quand même préparée depuis juin. Il y a eu cette lettre d'excuse de la Turquie parce que la Turquie, de toute façon, a désespérément besoin de sortir de son isolement. Les relations avec les États-Unis sont de plus en plus compliquées. Les relations avec l'Union européenne sont compliquées. Et Erdogan était très proche de Poutine. Ce sont deux hommes qui se connaissent bien. Ce sont deux pays qui entretiennent d'énormes rapports. Ce sont deux tempéraments autoritaristes. Ce sont deux tempéraments qui même leur carrière, leur carrière politique se ressemble, leur façon d'exercer le pouvoir également. Leur critique de l'Occident maintenant. Leur anti-impérialisme. Il y a beaucoup de choses qui les rapprochent. Et puis des intérêts économiques énormes. Et les sanctions russes sur la Turquie depuis bientôt un an, depuis que cet avion russe a été abattu à la frontière turque, ont coûté extrêmement cher à Ankara. Le tourisme, l'industrie touristique a été profondément touchée. L'agroalimentaire turc ne parvenait plus sur les marchés. On parle de 8 milliards de dollars. Ça a coûté absolument une fortune à un pays qui a... Il faut quand même penser que Erdogan a bâti sa popularité sur une croissance économique de la Turquie qui a bénéficié aux classes moyennes, etc. Donc il faut aussi qu'il satisfasse son électorat. Et puis, une chose les oppose profondément, c'est effectivement la Syrie, l'un comme l'autre. Mais une chose les rapproche sur ce dossier, c'est que la Syrie, ça commence à être un sacré boulet. Et pour Moscou, et pour Ankara. Et finalement, et là on peut se poser la question, parce que ces dernières semaines, il y a aussi des petites phrases prononcées à Moscou à propos des Kurdes qui peuvent demander, à tout le moins se laisser poser une question, est-ce qu'on n'assisterait pas aussi peut-être en parallèle à des négociations qui pourraient se faire finalement entre ces deux parrains par procuration du conflit syrien que sont Moscou et la Turquie. Face à tout cela, on a le sentiment que l'Europe, elle est muette quasiment. Justement, alors ce rapprochement entre Erdogan et Moscou va encore renforcer davantage la stature et ce côté arrogant d'Erdogan pour exercer entre guillemets un chantage davantage plus fort à l'égard de Bruxelles. Et il ne faut pas oublier qu'il y a en ce moment un énorme bras de fer entre l'Europe et la Turquie sur la crise des réfugiés, sur le Daesh, sur la Syrie. Et ce rapprochement entre Moscou et entre Erdogan et Vladimir Poutine est de nature non pas à affaiblir la stature de Erdogan, mais à le pousser à encore être plus exigeant et avoir encore une morgue et un défi encore plus puissant à l'égard de Bruxelles. Et les Européens doivent gérer cette nouvelle situation. Déjà, Erdogan, sans Moscou, il était arrogant. Maintenant, il va être super arrogant à leur égard. Alors, il nous reste très peu de temps, mais je voulais qu'on parle un petit peu, avant de terminer cette émission, des Jeux Olympiques. C'est quand même l'événement sportif que tout le monde suit. Puis, au-delà du sport, c'est aussi un événement géopolitique. On sait que derrière ça, toutes les nations sont en train de regarder ce qui se passe. Quel est votre sentiment à la fin de cette semaine? Il y a eu beaucoup de polémiques en natation, autour du dopage, dans l'équipe française de tennis. On a l'impression que toutes ces polémiques, parfois, prennent le dessus sur le sport. Je dois vous faire un aveu public, un vrai coming out. Non, moi, je n'arrive pas à suivre ces Jeux Olympiques. Et probablement... peut-être pour ça, peut-être probablement pour ces polémiques, parce que j'ai l'impression que ces Jeux Olympiques, on ressent justement, c'est le cas tous les 4 ans, ça ressort, mais cette année, entre le cas du dopage de la Russie quand même, et où on a vu quand même ce système scandale d'État. Ce scandale d'État, de ce système de dopage à des fins politiques, puisqu'il s'agissait de permettre aux athlètes russes de sortir haut de la main des Jeux de Sochi. Donc on voit l'impact du soft power, qui est le sport dans la diplomatie internationale. Avec tout ça, on a cette équipe, par exemple, française, toutes ces polémiques, les nageurs, etc., le tennis, un peu plus tôt cette semaine, tout ça, ça fait pas rêver. La seule chose, finalement, qui apporte de l'espoir dans ces Jeux Olympiques, c'est cette petite équipe des réfugiés, finalement,
qui fait que c'est une équipe universelle, que de plus en plus de gens suivent. Mais sinon, ce sont des jeux finalement... Avec des destins hors du commun. Voilà, avec des destins hors du commun, oui. Moi, d'un autre côté, il faut avouer qu'on ne peut pas imaginer maintenant un forum sportif international sans qu'il y ait des polémiques et des scandales. Ça commence à faire partie même de l'ADN de ces grandes manifestations. Il y a eu le scandale de la FIFA. Pourquoi il n'y aurait pas eu de scandale et de polémiques sur ces jeux-là? Peut-être il faut savoir les gérer. Ça fait partie des instruments que les organisateurs et les médias, auxquels les organisateurs et les médias font appel aussi pour vendre ces jeux, pour susciter l'intérêt, pour pousser les gens à les suivre et à les regarder. Imaginez des jeux sans aucun scandale, aucune polémique, ça serait presque sans goût, j'allais dire, sans goût médiatique pour nous en tout cas. Peut-être, mais même si effectivement on a l'impression que parfois ça prend le dessus sur les vraies performances sportives. Voilà, en tout cas on suivra la suite de ces JO pendant toute la semaine prochaine. Merci beaucoup Mustapha Tossa, je vous rappelle vous êtes rédacteur en chef adjoint à Monte Carlo Doualiya, merci d'être venu sur le plateau. Merci Claude Guibal, grand reporter au service international de France Inter. Merci à vous d'avoir suivi cette semaine dans le monde. L'info continue sur France 24.